Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un personnage que je connais depuis très longtemps et depuis que je m'intéresse à l'astrologie, ce qui fait maintenant de très nombreuses années, j'ai jamais eu la curiosité d'aller voir ce que donnait son thème. Et finalement, j'ai trouvé son thème très intéressant et j'ai envie de vous en faire part. Alors voilà, vous avez devant vous le thème d'un homme qui s'appelle Joseph Ferdinand Cheval et qui est plus communément connu sous le nom du facteur Cheval. Alors d'abord, connaissez-vous le facteur Cheval? C'est un homme qui a eu une vie incroyable, faite de grandes souffrances, mais en même temps de grande créativité. Voilà un homme du secret. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il a un monde intérieur intense qu'il ne dévoile pas, qu'il cultive dans son temple intérieur avec ses 5 planètes en maison 12, comme vous pouvez le constater. Et peut-être que son environnement ne lui a pas permis de manifester sa nature créative par peur de paraître un peu fou, un peu trop iconoclaste pour la France rurale du début du 19e siècle. En tout cas, nous verrons cela en détail un peu plus loin. Pour l'instant, j'ai envie de vous parler un peu de sa vie pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé. Cet homme nous a laissé en héritage une des plus belles œuvres atypiques du 19e siècle. Joseph Ferdinand Cheval, dit le facteur Cheval, est né le 19 avril 1836 dans un petit village de la Drôme. Et ce bélier, ascendant bélier, donc pour vous dire que Mars est vraiment présent ici, avec son soleil à l'ascendant, c'est-à-dire à moins de 5 degrés, était doté d'une force incroyable qu'il a mis au service de sa créativité. Peut-être que le palais idéal qu'il a construit a représenté un exutoire pour lui, pour tenir le coup après les épreuves extrêmement douloureuses qu'il a traversées. En effet, cet homme fut marqué par des deuils successifs, 2 fois marié, 2 fois veuf, et il a perdu tous ses enfants de son vivant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a connu de la souffrance. Et alors, la résilience était-elle possible avec autant de souffrance? Eh bien oui. Sur le plan professionnel, il va exercer plusieurs métiers, le métier de boulanger, le métier d'agriculteur, et il deviendra enfin facteur rural à 29 ans, c'est-à-dire au retour de Saturne. Et c'est au cours de ces tournées, qui pouvaient parfois atteindre 30 km par jour en solitaire, qu'il imagina au fond de lui un palais idéal féerique qu'il concrétiserait environ qu'il concrétisera environ 15 ans après et dont la construction durera 30 ans. Il aura alors 77 ans lorsqu'il terminera cette construction. Selon ses propres souvenirs, au cours d'une de ses tournées, eh bien, il bute en marchant sur une pierre à la forme bizarre. Et il a été émerveillé par cette pierre et il la ramasse. Et le lendemain, en passant au même endroit, il découvre d'autres pierres encore plus belles qu'il regroupe sur place en faisant des tas. Et il se dit alors que puisque la nature pouvait faire de la sculpture, eh bien lui, il pourrait très bien se faire l'architecte de son palais idéal, le palais qu'il imaginait et dont le style a été influencé par toutes les ethnies du monde entier. Et c'est à ce moment-là que son rêve est devenu réalité. Et durant les 33 ans qui suivirent, il choisira des pierres au cours de ses tournées de facteur et il les portera dans ses poches, puis dans une brouette qu'il appellera sa fidèle compagne de peine. Et à la fin de sa journée, il commence le soir la construction de son monument sur un terrain qui lui appartenait à Haute-Rive dans la Drôme, et il travaille la nuit à la lueur d'une lampe à pétrole. Alors bien sûr, il est complètement incompris de son voisinage, pour qui il passe pour un excentrique, un illuminé, un pauvre fou, qui ramasse des pierres et qui en remplit son jardin. Et ce palais du facteur Cheval est considéré comme un symbole de l'art naïf et classé dans le courant surréaliste. Et André Malraux, alors ministre de la Culture, le fit classer monument historique après une grande bataille.
Et donc, nous allons observer son thème natal, mais voilà un homme autodidacte qui mit toute son énergie au service de son imagination. Alors, je vous demande de regarder son thème. Je vais essayer de passer le curseur un peu sur les planètes avec vous. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, c'est un bélier, ascendant bélier, donc le soleil en maison 1, qui est complètement collé à l'ascendant. On a donc ici quelqu'un qui a besoin d'entreprendre, de créer des choses nouvelles, de se démarquer de sa famille aussi. Je vous rappelle que l'ascendant, lorsqu'on compte les phases, c'est la phase 10 de la maison 4, donc un carré décroissant, on doit couper avec le milieu duquel on vient. Et donc, se démarquer de sa famille tout en manifestant des attitudes avec efficacité. Et cette position, soleil conjoint à l'ascendant, donne extrêmement de relief à son tempérament. Ce soleil, il est gouverneur de la maison 5. Nous avons une maison 5, Lion. Donc le goût de l'art, des belles choses, de la créativité est collé à l'ascendant. Ça veut dire qu'il porte en lui cette notion d'art, de création. C'est très puissant comme position. Ce soleil, il est en bélier, opposé à Saturne, en maison 7, et carré à Neptune. Alors, ça signifie que c'était quelqu'un, évidemment, de déterminé, de rêveur, au point d'être dans son monde en permanence, et que les petites choses du quotidien le barbaient, mais tout en s'y soumettant. Carré à Neptune, on verra pourquoi après. Et puisque ce soleil est en bélier, on va aller chercher Mars. Donc Mars se situe également en bélier, mais en maison 12. Ce Mars est gouverneur de la maison 1, donc de l'ascendant, mais également de la maison 8. Donc, ce Mars, il participe avec Uranus, qui est tout à côté, à tous les deuils qu'il a vécus. C'est l'impuissance face à la mort, maison 8. Alors la puissance de Mars Bélier va se décupler sur le plan physique en le dotant d'une force hors du commun. Si ce n'est pas un homme qui a la capacité de prendre des décisions de manière spontanée et simultanée, c'est quelqu'un qui va mettre tout ça au service d'une force. Et ce Mars, il a quand même des qualités puisqu'il est sextile à la Lune en Gémeaux, donc c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement et capable de faire et d'entreprendre plusieurs choses en même temps. Ce Mars sextile à la Lune, c'est quand même une composante d'une grande activité avec un caractère volontaire et capable d'assumer de lourdes charges, surtout avec un Mars bélier. Puisque nous sommes en maison 12, eh bien, restons-y. Avec Mercure, Mercure qui est aussi en bélier, en maison 12, conjoint à Pluton, phase 12. Donc, ce que l'on devait percevoir de lui en tout premier lieu, c'est que c'était un homme silencieux, conjoint à Pluton, qui ne devait réagir ou communiquer que de manière piquante, à la manière scorpion, capable de percevoir les failles des autres et les analyser de manière très intuitive. Une intuition très développée à cause de Pluton et de la maison 12. Un flair aigu pour tout ce qui est en germe et nouveau. C'est un intuitif introverti à l'écoute de sa vérité intérieure. Il y avait probablement une difficulté à communiquer, à se faire comprendre en se coupant des autres, trouvant qu'il parlait très certainement pour ne rien dire en fait. Notons également que les trois, toujours au sujet de la communication, notons également que les 3 lunes noires sont en Gémeaux, sous la responsabilité de Mercure, bien évidemment. Donc cette position va amplifier la difficulté à exprimer les choses. Il préférait sûrement se montrer au-dessous de ses capacités intellectuelles pour ne pas se sentir rejeté au nom du génie qu'il habitait. Il avait tendance à se déprécier, très certainement. Pourtant, il y avait là un désir d'élévation auquel il ne se croyait pas digne d'accéder. D'où bien souvent, sans doute, un sentiment de découragement. Alors, c'est quelqu'un qui pensait au lieu de parler. Mercure conjoint à Pluton phase 12 en 12. Et puis, n'oubliez pas, toujours en Gémeaux, Chiron. Chiron en Gémeaux en maison 3, lui aussi sous la domination de Mercure. Donc, ça montre que dans l'enfance, dans cette maison de la fratrie, à force de lui dire qu'il pouvait toujours mieux faire, il a fini par douter de ses facultés
et a dû ignorer pendant très longtemps son véritable talent. Et en lui demandant d'être méritant, ses parents ne se doutaient pas qu'il se met en lui un complexe qui allait dénaturer le développement de ses richesses. Et pensant le stimuler, ses parents ont douté vraisemblablement de ses capacités naturelles et ont créé chez lui une absence de sécurité, d'où son silence. Et tout cela à cause d'une difficulté à exprimer ses vrais désirs, on vient de le voir. Ensuite, passons maintenant à Jupiter. Jupiter carré, alors, sur le plan que vous voyez, il est fin maison 3. Mais étant donné que je le mets dans la catégorie des bâtisseurs, moi, je prends l'initiative, j'ai décidé de l'analyser en maison 4. Ça me semble beaucoup plus logique, puisqu'on vient de voir qu'il avait des capacités à communiquer. Si Jupiter était en maison 3, trigone à Uranus, là, on n'aurait pas fait un taiseux. Donc, je pense que vraisemblablement, il y a lieu de dire que ce Jupiter est forcément en maison 4. Donc ici, je note l'importance évidemment des valeurs familiales, le gardien du foyer, le maître de la maison. Et en trigone à Saturne en maison 7, là, on retrouve ce besoin de stabilité grâce à l'union, malheureusement, qu'il n'a pas pu vivre, mais il en a besoin. Et on retrouve avec ce Saturne Scorpion, encore une fois, ce côté taiseux du facteur cheval avec l'exaltation de ce Saturne en Scorpion, qui n'exprime aucune émotion. Et ce Jupiter, bien voilà, on vient quand même de le voir, il est trigone à Uranus, et là on est face à un tempérament, alors là, autoritaire, bien affirmé, franc, toujours prêt pour l'aventure, qui ne tient pas en place avec un esprit vif, curieux, très créatif, et avec aussi un besoin d'apprendre. Tout cela sans l'extérioriser. C'est vraiment son monde intérieur, le secret intérieur. Et on retrouve également en même temps ce côté excentrique avec des idées toujours un peu plus nouvelles. Et si nous nous penchons du côté de Saturne, eh bien, on a là un caractère déterminé, mais en même temps, au carré de Neptune, tiraillé à cause d'une culpabilité corrosive à oser montrer qui il est en dehors de la morale et ça devient l'inspiration. Ce Saturne, évidemment, il a quand même un bel aspect, qui est ce fameux trigone à Uranus, qui est donc ce trigone Saturne-Uranus, eh bien c'est l'association de deux valeurs sèches, donc rigueur, détermination, austérité, autodiscipline, avec des tensions orientées vers le but qu'il s'est vraiment donné. C'est l'ambition de réaliser son objectif. Mais un jour, c'est pas automatique chez nous. Et puis, avec un esprit autant iconoclaste, je ne peux pas ne pas vous parler d'Uranus en Poisson en maison 12. Étrange position d'Uranus dans le monde de Neptune, qu'il n'agit pas toujours là où on l'attend. Ici, l'inspiration et l'anticonformisme se côtoient, et le côté subtil modifie sa capacité d'analyse au bénéfice de son imagination. C'est une véritable plongée dans l'irrationnel où le temps est comme suspendu. Sa vie est une inspiration vers un ailleurs magique et original et où on est invité à vivre l'éveil. Et cette position indique une originalité dissimulée, un côté avant-gardiste avec une vision unique de son milieu et même du monde environnant. Alors la maison 12, évidemment, vous le savez, elle clôture les maisons individuelles et elle est trop souvent mal comprise. Les épreuves qu'a vécues le facteur cheval y sont inscrites, encore une fois, entre Mars Bélier, gouverneur de la 8, et Uranus en maison 12, on peut parler véritablement d'enfer. C'est un éveil lié aux épreuves qu'il a pu transcender par l'artistique et l'imagination. On peut employer le mot génial. Et puis enfin, que dire de Neptune dans le secteur 11? Position pas très facile pour se démarquer des autres. Alors, pour comprendre Neptune, on va un peu faire un peu d'historique de Neptune pour nous faire comprendre sa symbolique. Neptune a été découverte en 1846
lorsque les peuples se transformaient, se constituaient en nations. C'est un peu l'archétype de l'unité qui fait appartenir à une religion, parce que la religion, par définition, relie. Appartenir à une adhésion, peu importe de savoir si on a tort ou raison, l'important, c'est de faire lien, ne faire qu'un. Et sur le plan psychologique, Neptune joue un rôle important, mais toujours dissimulé dans le non-dit. Cette planète, elle est difficile à palper, à percevoir, parce qu'il joue en silence. Et la planète a beaucoup de mal à se faire entendre, et la conscience également a beaucoup de mal à se poser. Pluton aussi d'ailleurs est la planète du silence, hein, est très marquée par le silence, mais ce n'est pas le même silence. La différence, c'est que Pluton, c'est le silence masqué par la parole, c'est-à-dire les non-dits, tandis que Neptune, lui, fait le silence sans parole. Alors, pour les femmes, Neptune n'est pas vécu de la même façon si on est un homme ou si on est une femme. Pour les femmes et pour les hommes, Neptune n'est pas vécu de la même façon. Pourquoi? Parce que pour les femmes, Neptune représente un modèle inconscient de comportement, à savoir qu'une femme doit être douce, se dévouer, se sacrifier pour l'homme. Et la question à se poser, c'est comment se comporter pour avoir droit à une âme. N'oubliez pas que Neptune est toujours relié à la religion. Alors que pour les hommes, Neptune représente la manière dont ils perçoivent la femme et son exigence par rapport à elle. Avec Neptune, l'esprit est bon et la matière est mauvaise. Donc, comment privilégier l'esprit au détriment du corps? Mais tout cela dans le non-dit. Tout se passe par le regard. Avec Neptune, la position est omniprésente et tout est sujet à péché. Seul le regard fait savoir si on est dans le juste, dans le bien, dans le comme il faut. C'est le regard qui juge. Avec Neptune, pour sauver son âme, il faut souffrir, se sacrifier, se flageller. La souffrance, c'est ce qui rachète l'âme. Et Neptune, ben, c'est l'œil de Dieu. Si je vous parle de tout cela, c'est pour mettre en lumière la difficulté du facteur cheval à se démarquer et à oser dévoiler son côté fou, son côté marginal au sein de ce milieu très catho, avec ce Neptune en maison 11, qui pour lui l'influençait à se fondre dans la masse et la crainte de montrer son originalité au point de perdre son identité. Et où aucune tête ne doit dépasser, comment devenir gris-souris pour ne pas se faire remarquer et ressembler à tout le monde. Et si je prends du plaisir à faire quelque chose, y compris dans l'art, je suis dans le péché. Et ça, c'est très mal vu. Voilà, en gros, pourquoi le facteur cheval n'a pas osé, dans un premier temps, en tout cas, afficher ce génie, et ça lui est venu sûrement lors d'un transit, mais je ne les ai pas faits. Alors, en conclusion, je dirais que cet homme autodidacte, dont le génie n'a pas été repéré, a fini par le faire émerger tel un exutoire et une réconciliation sur son propre chemin de vie. Et il y a tellement à dire encore. Donc ce palais idéal, eh ben, il a été classé monument historique par André Malraux en 1972, alors qu'il était ministre de la Culture, et ce ne fut pas sans mal, parce qu'on le considérait inclassable. Finalement, on a décidé de l'inclure dans le courant surréaliste. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous souhaitez une consultation, je reste à votre disposition. Vous avez mes coordonnées. Pensez à liker, à vous abonner et à commenter. Je vous dis à bientôt. Au revoir.